prends juste quelques secondes avant de commencer les podcasts pour m'excuser d'avance parce que il y a une bonne partie pendant ce podcast où ma caméra elle ne fonctionne plus, où vous ne verrez plus que Dikosh. Mais c'est tellement intéressant tout ce qu'il dit pendant cette partie que nous avons décidé de garder cela et nous nous excusons pour cette gêne occasionnée et nous espérons que nous allons mieux faire pour les prochains épisodes. Merci de nous excuser et de bien suivre jusqu'à la fin ce magnifique épisode avec Dikosh. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de notre podcast Amical Vibes. Et pour aujourd'hui, mon invité, je l'ai rencontré il y a quelques mois passé à Keene. Et aujourd'hui, on se revoit à Paris et on tourne pour vous cet épisode-là de Amical Vibes. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous aujourd'hui Dikosh. Bonjour Dikosh. Bonjour Israël, bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va. Les gens qui te connaissent sur les réseaux, peut-être ils s'étonnent comme moi, je m'étais étonné à Kinshasa, je me dis, mais là, il est habillé relax. Vous aussi là. C'est un personnage. Ouais, mais on pensait que tout le temps, ton habillement, comment tu le dis, ça fait changer le réchauffement climatique. Les réchauffements climatiques, oui. Ma fraîcheur a fait baisser le réchauffement climatique. Ça, c'est... Allez, climatique. Ah ouais. Mais sinon, ça va, tout va bien. Comment ça se passe depuis la dernière fois à Kinshasa? Bah écoute, on est revenu, la dernière fois qu'on s'est vu à Kinshasa, il faisait 35 degrés. Ouais. Là, je reviens à Paris, il fait froid. Ouais, mais toi, t'es habitué au froid, non? Ouais, je suis habitué au froid. Oui et non, tu t'habitues jamais au froid en vrai. Ah, ok. Là, quand on passe en dessous de 0, mais même quand tu passes en dessous de 10 degrés... moi, ma peau, elle est noire, hein. Ouais. Ma peau, elle est pas blanche, hein, donc très vite, tu crois que t'es occidental, mais l'Afrique te rappelle très vite. Hein. Ouais, maintenant imagine pour moi, c'est ma première fois, t'imagines même pas la galère. En plus, dernièrement, j'étais à Murnau en Allemagne, tu sais, là-bas, il neige tous les jours. Et moi, quand j'étais à Keene, j'avais hâte, je me dis, je vais voir la neige et tout. Je l'ai vu la première fois en Suisse. Tu sais, le jour il avait neigé ici aussi à Paris. En Suisse, il a neigé aussi. Moi, je l'ai vu là-bas. Et j'étais tout content et tout. Mais après, quand je suis arrivé en Allemagne, il neigeait tous les jours. Mais en même temps, j'étais excité pour voir la neige. En même temps, là, ça me dégoûte. La neige, c'est bien à Noël. Si le jour de Noël, il neige... c'est merveilleux. Pourquoi? C'est bien aussi parce que c'est symbolique. Ok. Le Père Noël, la neige, la crèche, le petit Jésus dans la crèche. Le soir de Noël, on est tous à la maison. C'est ça la tradition, le fantasme même de Noël. De Noël. Tout le monde est au bord du feu, au coin du feu, cool. à boire des boissons chaudes. Quand il neige, c'est beau, le décor il est beau. Ou quand t'es à la montagne et que tu vas faire du ski ou un truc. Là, quand il neige, on est content. Mais quand à la maison, tous les jours tu vas au boulot, tu ouvres ta porte, il fait froid comme dans un frigo. Ouais, te jure, après il y a même des problèmes de train. Tu sais, moi j'ai raté mon train parce qu'il neige et tout ça, c'était chaud. Hein. Et en plus ici, c'est pas comme dans le Michigan. Moi, par exemple, j'avais vécu un peu dans le Michigan et dans le Michigan, il neige. Michigan, tous c'est les aux jours, États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. Il neige l'hiver, il neige tous les jours. Dans la nuit, il neige des 40 cm. Tu te réveilles, t'as du mal à ouvrir ta porte. Ça, moi, j'aimerais bien voir ça. Ouais. Genre, ça, je sais que c'est chiant, mais j'aimerais quand même voir ça. Ouais. Faut le vivre une fois, mais par contre, la différence avec la France et le Michigan, c'est que là-bas, quand il neige, il s'arrête pas, la vie ne s'arrête pas. Nous ici, il neige 1 centimètre. La vie s'arrête. Tu peux plus avoir ton train. Tu peux plus avoir ton avion. Tu peux pas aller au travail. Les enfants peuvent pas aller à l'école. Donc vraiment. Mais dernièrement, il y avait des Canadiens sur les réseaux sociaux qui s'est moqué des Français, en fait, un peu parce que il y a juste 1 centimètre de neige et puis des gens pleurnissent sur les réseaux, quoi. Mais tandis que eux, là, c'est pire, quoi. C'est 10 fois pire. Eux, c'est tout le temps comme ça, tous les jours. Et nous, ici, on sait pas. Nous, vraiment, on a, en France, on a la catégorie de blancs qui n'ont pas l'habitude avec la neige. Donc, vraiment, c'est les blancs, même quand eux voient de la neige, ils paniquent. Donc, c'est pas les blancs du Canada ou les blancs du Michigan. Les Français, c'est vraiment les blancs, les blancs du Sud, tu vois. Quand tu vois de la neige, c'est compliqué pour eux. Mais toi, c'est des Africains, en fait. avec la peau blanche. Avec la peau blanche. Ouais. Mais toi, t'es né ici ou au Congo? Moi, je suis né ici, moi. Moi, je suis le premier de ma famille à être né ici, moi.
Ah, ok. Ouais. Mais ça veut dire, normalement, si t'es habitué, ça fait 20 ans que tu vois de la Gars, je neige te presque dis. tous les ans, quoi. Je te dis, oui, je suis habitué, mais on s'habitue pas au froid. Quand le Ouais, froid ouais, te comme tape, tu l'as dit, ouais. surtout le froid. Encore le froid, il y a deux froids. Il y a le froid sec. Celui-là, il est agréable. Quand c'est sec, ça, Ouais. là, il est agréable. Et Il y a le froid humide. ouais. Ah, lui, là, il te prend dans les os, il te... Ah, non, il te Mais paralyse. après, qu'est-ce que tu penses je sais pas si c'est une légende ou une mythe ou quoi, mais qu'est-ce que tu penses de la légende qui, après c'est trop dit en Afrique, genre, plus t'es exposé au froid, plus t'as le bain, quoi. La fraîcheur! Ah. Moi, je sais que j'ai déjà la fraîcheur en moi. Ouais. Donc, comme je te dis, je participe à l'abaissement du réchauffement climatique par ma fraîcheur. Mais non, la vérité, c'est que en vrai, tu t'habitues pas. Moi, en tout cas, pour moi, c'est de plus en plus dur. Ouais. Avec l'âge, l'hiver, c'est de plus en plus dur. Ouais, parce que je vais te dire un truc de fou, parce que tout à l'heure, là, j'étais au resto avec des collègues et tout, pour me dire au revoir, vu que je rentre demain et tout. Tu sais, une des collègues, elle me dit, bah là, quand même, ta peau, je vois qu'elle a changé un peu. Ah, mais oui! Ouais, ça fait un mois que je suis ici. Il me dit, mais ta peau, moi je connais, elle me dit, je connais très bien Israël. Je remarque que sa peau, elle a quand même changé. T'as descendu d'un thème. Ah ouais, Mais oui! t'as capté, hein. Là, maintenant, Mais oui. elle se dit qu'il y a plus de fraîcheur. Ah, mais ça, c'est la fraîcheur. La fraîcheur. Mais pourquoi les blancs sont blancs? Ouais. À la base, les blancs sont noirs. Ils sont venus ici, tellement il fait froid, Ouais, ils ont perdu un peu de mélanine. Ils sont devenus blancs. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai pas le même teint en hiver et en été. Ouais. L'été, je suis bronzé. L'hiver, Les noirs, ils bronzent métis, aussi. hein. L'hiver, je suis métisse. Ok. Bah, les noirs, nous, on bronze pas. Bien sûr que si on bronze. Ah, oui. Bien sûr que si toi, tu bronzes pas parce que tu sais pas que tu bronzes parce que t'es toujours au soleil. Ah, ouais. Donc, t'es en Afrique, t'as toujours ton teint d'Afrique, donc ton teint le plus foncé. Ouais. Comme t'es tout le temps exposé au soleil. Il reste 1 an en France. Ouais. Tu vas voir comment l'hiver, tu vas vite blanchir. Ah, ouais. Tu vas voir. Ouais, je capte. Ouais, sinon, Dikosh, là, c'était pour ceux qui te connaissent. Et pour ceux qui te connaissent pas, comment tu te présenterais, toi? Bon, je suis un mec, hein, tu sais, un humain qui essaye de vivre de son art tous les jours. Je fais de la comédie. Moi, ce que j'aime le plus, c'est la comédie dans sa généralité. Donc, ce que je fais, c'est du stand-up, de l'écriture, du jeu sur scène. Et devant la caméra aussi, et des fois aussi, je réalise. Donc, toute mon activité tourne autour de ça, de la comédie. Écriture, réalisation et jeu essentiellement. Oh, C'est super. beaucoup, hein. Ça fait énorme, quoi. Et moi, je vais compléter pour toi et pour ceux qui ne savent pas, c'est toi qui es derrière le fameux gimmick qui a fait du buzz, mais laisse tomber en RDC à une période, Équilibre. Équilibre, bah oui. Ouais. Mais dis-moi, pendant cette période-là, comment d'abord t'as ressenti le buzz? Comment tu l'as eu pendant toute cette période-là, en fait? Le buzz, tu le ressens très vite parce que très vite dans la rue, les gens te reconnaissent. Du jour au lendemain, les gens t'arrêtent, te reconnaissent pour ce que tu fais, pour tes vidéos. Et puis voilà, mon père commençait à recevoir des appels du bled. Ah ouais, carrément. Ah, on a vu ton fils là. Ah, c'est ton fils. Donc la famille commence à en parler. Les marques commencent à t'appeler. Donc ouais, non, tu le sens. C'est quand t'as le buzz derrière toi, là, quand tu surfes ta vague là, du buzz, tu le sens, tu reçois des messages, tu reçois des DM. Donc on peut dire que c'est vraiment ce gimmick-là qui t'a rendu famous, quoi. J'avais déjà commencé à faire des vidéos qui buzzaient, mais cela, ça a été mon plus gros buzz, effectivement. L'un de mes plus gros... Le plus gros buzz. Non, le plus gros buzz, oui. Ouais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens n'oublient pas, en fait. Les gens me croisent dans la rue, me reconnaissent encore, les gens m'en parlent, je peux reposter la vidéo va encore fonctionner. Ouais. Donc vraiment, ça a été un gros buzz. J'avais déjà eu des buzz avant avec d'autres vidéos qui dépassaient les millions de vues. Mais celui-là, c'est vraiment le classique, en fait.
C'est un peu comme les chanteurs, ils ont un... c'est comme Kofi, la loi, tu vois. Ça transcende les générations. Exactement. Toi, maintenant, ta loi, c'est équilibre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, loi, c'est équilibre. En tout cas, moi, dans ma carrière de comédien, mon classique, il y en a eu plusieurs, mais le classique des classiques, c'est celui-là, parce que il a fait le tour du monde, ce truc. C'est-à-dire, j'allais aux États-Unis, les gens m'arrêtaient dans la rue. Ah ouais, carrément. À l'étranger, on m'arrêtait. En Suisse, on m'arrêtait. Dans toute la francophonie, on m'arrêtait. Mais même des fois, j'étais aux États-Unis, Times Square, on m'arrête. J'étais tranquille en vacances. Mais plusieurs reprises, tu vois. Donc non, ce gimmick, il a vraiment beaucoup voyagé. Il était très gaulerie en plus. Mais comment ça t'est venu, en fait, de te dire équilibre? C'était quoi la source d'inspiration? Ah, tu sais, Israël, quand t'es bête, t'es bête. Ah, vraiment. Quand t'es bête, tu es bête. Donc, la bêtise a été ma bénédiction. Donc, Dieu m'a donné la bêtise dans ma tête. Donc j'étais en train de réfléchir à des projets autour de la sapologie, et quand j'écrivais, ça m'est venu, parce que les sapeurs, ils sont toujours là en train de parler, après ils font un coup, ils te parlent, des feintes, des bails comme ça, des feintes, tu vois. Allez, petite pause, et puis après ils sortent un mot, des fois le mot il a rien à voir avec ça. Je te jure. C'était venu de là, et moi c'était équilibre, tu vois. Et c'est très marrant quand tu y réfléchis, parce que ça a été le gimmick qui m'a fait buzzer. Mais en vrai, quand tu réfléchis philosophiquement, équilibre, c'est besoin de chercher toujours un équilibre dans sa vie et tout. Tu peux aller loin dans la philosophie. Finalement, ça m'a collé à la peau, et ça reste comme un bon souvenir et comme une philosophie de vie, tu vois, en vrai. C'est ouf, hein. C'est très ouf, très ouf. Mais toi, aujourd'hui, tu aimes encore t'identifier dans ça, ou bien tu te dis que non, c'est fini, je passe à autre chose, il faut que je sorte autre chose, quoi. Ça m'a pas empêché de faire autre chose, hein. Après, les gens, forcément, ils vont te parler de ça, parce que c'est ce qui est le plus connu dans ce que j'ai fait. Mais moi, je suis fier de plein d'autres choses que j'ai fait après ou avant, et qui m'ont ouvert d'autres portes. J'ai fait Barbershop sur Internet, qui a bien fonctionné, et qui après a été signé chez Canal+. J'ai fait des courts-métrages qui ensuite ont tapé dans l'œil de producteurs et qui m'ont permis de signer après des contrats. Après, équilibre, oui, ça on l'a bombardé, on l'a usé. Les gens, toutes les marques s'arrachaient pour naviguer sur ce buzz. Donc forcément, c'est resté dans la tête des gens. Exactement. Et non, moi je suis... Quand on m'en parle, j'ai toujours le sourire. Il y a encore des gens qui me demandent, dès qu'on me voit, de faire des photos équilibrées. Non, c'est une partie de moi, mais ça m'appartient plus aujourd'hui. C'est clair. En vrai, ça appartient aux gens. Public, et je suis fier, parce qu'à ce moment-là, ça a créé une dynamique de ouf dans le monde entier, en France aussi. Tu sais, avant la sapologie, et ensuite aussi, tu as eu Muggy qui a sorti Sapé comme jamais. Gims qui a sorti Sapé comme jamais. Sapé comme jamais tout. C'était dans la même période, ça? Bien sûr. Il me semble même que... Toi, c'était avant, non? C'était avant, oui. Parce que même Muggy, Sapé comme jamais, si j'ai bien compris, c'était pas prévu dans son album. Et quand il a vu l'engouement autour de la sapologie, ça lui a donné de l'inspi, et il a sorti ce son. Et il nous a conviés d'ailleurs à son clip. Ah, t'étais dans le clip? Dans le clip, ouais. Ah, cool. Je travaillais avec une équipe de gars qui m'ont mis en contact avec lui. Avec Muggy, et on a participé au clip. Mais oui, tu vois, à l'époque, avant ces histoires de sapologie et tout, les Congolais, tu vois, les sapeurs, ils étaient un peu sujets à des moqueries, tu vois. Ouais. Les moqueries, c'était dans ce sens-là que les gens voyaient les sapeurs. Après, toute cette vague de vidéos que j'ai faites, et en plus de ça, Muggy qui arrive aussi sur la scène avec son Sapé comme jamais, qui est devenu un succès mondial. On regardait plus les Congolais de la même manière vis-à-vis de la sapologie. Et la sapologie, du jour au lendemain, d'un truc un peu ringard, tu vois, c'est devenu un truc super hype. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose qui nous identifie, quoi, aujourd'hui. De fou, mais de manière positive. Alors qu'avant, en France, c'était un peu, on se foutait de la gueule un peu du sapeur. Du sapeur congolais qui a tout mis qui a mis tout son argent dans sa sape. Après ça, on a basculé dans autre chose. Des sapeurs étaient reçus à la télé. Norba de Paris, le Bachelor. Bachelor aujourd'hui en France, c'est quelqu'un dans la mode.
Ouais. C'est quelqu'un dans la mode. Vraiment, on le prend T'as sérieux. de ces nouvelles, le bachelor J'avais eu de ces nouvelles à l'époque où on faisait barbershop, je crois, à ce moment-là. Mais là, j'ai d'autres projets, bien sûr que oui. Je ferai appel à eux. Et je trouve ça cool parce que ça crée une hype autour de notre culture, tu vois. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, les sapeurs, ils sont pris au sérieux. Ils ont inspiré un nombre incroyable de marques. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, actuellement, là, à Paris, tu vois beaucoup de créateurs afro qui sont tendance et tout. Donc, je dis pas que je suis à l'origine, que c'est non, ouais, mais je comprends. Mais ouais, je te dis juste que ça a été un pivot à ce moment-là, dans la manière de voir le sapeur et je te dis, il y a Antoine Decaune qui a fait des reportages, tout le monde a commencé à en parler, tout le monde s'est inspiré après de la mode à façon sap à la congolaise, et maintenant, c'est hype. C'est hype, quoi. Il y a même une des personnes que j'ai envie de mentionner qui est jusqu'aujourd'hui à fond dans ça, Redouane BH. Redouane BH, mon gars. Mais là, déjà, je te pose la question, je suis pas en face de lui, mais je te demande à toi, lui, il est congolais aussi ou métis ou quoi? Lui, peu importe ce qu'il est avant. Aujourd'hui, c'est un Congolais. Ouais. C'est-à-dire que Redouane peut parler lingala, Redouane comprend lingala. Ouais, mais c'est de fou. Et Redouane, en fait, je crois que la mère de ses enfants est congolaise. Et donc, du coup, là, il a grandi. En plus, il a grandi dans le 91. Ah, ok. Donc, Congolais, tonda vraiment là-bas. Donc, et ça, donc, sa belle famille, c'est des Congolais. Ses enfants sont Congolais, algériens, si je dis pas de bêtises. Et oui, il a beaucoup d'amis footeux qui étaient dans l'équipe nationale, qui étaient en équipe nationale du Congo, je crois. Okay. Et il a beaucoup voyagé. Je crois, lui, il a dû aller plus de fois que moi au Kirakin. Ouais, mais c'est clair. Ouais. Mais lui, c'est un Congolais. Ouais. Lui, ce gars-là, je me souviendrai toujours il est à fond dans la sapologie, même jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un Congolais, lui. Lui, faut lui envoyer un passeport diplomatique du Congo. Lui, vraiment, lui, là. Passeport diplomatique. Carrément. Mais à part ça, Dikosh, moi j'ai un peu lu sur toi. Tu vois, question d'investiguer un peu. Tu fouilles dans ma vie. Attention, attention. Hein. Carrément, ouais. Mais j'ai vu que toi, t'as fait des études des achats internationaux. Ouais. En vrai, je vois pas le rapport avec l'humour. Ouais. Comment t'en es arrivé à... En plus, là, tout à l'heure, tu me disais que t'as un diplôme des achats internationaux. J'ai un bac+5, gars. Bac+5, ouais, carrément. J'ai un bac+5, j'ai fait une école de commerce. Ouais. En vrai, ça sert, hein, les écoles de commerce en comédien. Ah, ok. Il y a vraiment des farceurs, vraiment. Des farces. On est tous des farceurs. Je te promets que la moitié des stand-uppers aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait une école de commerce. Ok. École de commerce, c'est vraiment, t'arrives, tu payes ton école. Donc, tu payes ton diplôme. Après, t'es diplômé. Là, mais 70% du temps, tu le passes à faire des blagues entre tes amis, en amphithéâtre, à rigoler. Sérieux? Aller faire la fête. Ok. Donc, vraiment, on est des école de commerce, on est des farceurs. C'est vous, les étudiants, mais c'est pas le système. Ah, le système, c'est une blague aussi. Hein. Le système, c'est des farceurs aussi. Ils nous font payer un diplôme pour qu'on passe du temps entre nous, qu'on développe des contacts. À la fin, bon, faut rendre un mémoire. Ouais, en vrai, c'est beaucoup. L'école de commerce, t'apprends peut-être sur le programme, il y a peut-être 20% de choses que tu apprends. Le reste, c'est tu fais du réseautage. Du réseautage. Oui, je pensais de l'autodidacte, quoi. Non, tu fais des travails de groupe, mais c'est beaucoup de réseautage, en fait. Mais il y a beaucoup de gens marrants en école de commerce. Ah, ok. C'est à quel moment tu t'es dit que tu passais de commerçant ou je sais pas c'est quoi le titre qu'on appelle pour quelqu'un qui a fait les achats internationaux, mais c'est à quel moment tu passes du domaine des achats internationaux à l'humour, en fait, pour en faire ton métier? Israël, tu sais, la vie n'a pas tout. C'est dur, hein. C'est dur. Donc, tu te réveilles le matin, faut te lever. Mais moi, je pensais que c'était dur pour les gens, genre, ils viennent du bled, et là, c'est dur pour eux. Mais toi, même pour ceux qui sont nés ici, genre, c'est dur aussi. C'est dur. C'est-à-dire que les gens, on se lève tôt le matin, on court dans le froid, faut déposer tes enfants à l'école. Après, faut courir pour aller attraper ton train dans le froid. T'arrives au boulot,
ton patron, il est aigri. Vraiment, t'es mal payé. Après, quand ta journée, elle est finie, mais comme tu veux rentrer chez toi. Tu avais déjà commencé à travailler. J'avais déjà commencé à travailler, j'étais en apprentissage. Tu veux rentrer chez toi. Oh, tu peux pas rentrer trop tôt chez toi parce que trop sinon, tôt, ton manager va te regarder. Ah, donc c'est les vacances, hein? Donc tu rentres, c'est les vacances. Donc après, tu arrives à la maison. Maintenant, il est déjà 19h. Faut faire à manger aux enfants, faut les coucher. Maintenant, après... Faut passer un peu de temps avec ta femme. Le lendemain, c'est reparti. Tous les jours comme ça. Routine, fin du mois, imposition, taxe d'habitation, TVA, tous les jours. Après, faut payer les crédits. Ah non, passe vraiment poteau, vraiment. Passe, donc, j'ai fait ça. Écoute, J'étais en apprentissage dans une banque. J'ai fait ça pendant... moi, j'habitais à Melun à l'époque. Maintenant, mon école, elle était à... Mon entreprise, elle était à Saint-Quentin en Yvelines. Maintenant... C'est combien de temps de 2h30 le matin, 2h30 le soir. Wow. Minimum 2 heures. C'est comme si tu étais... au centre et tu devais aller travailler tous les matins à Massina. Ah ouais. Centre de Kin, tous les matins tu dois aller travailler... Non, centre de Kin, Maman Mobutu. Ah ouais. Tous les matins. Ouais. Heure de pointe. Imagine-toi, tu mets combien de temps? Bah, dans les 2 heures aussi. Voilà. Tous les matins, tu devais faire ça. Des fois, je mettais 2 heures quand ça allait bien. Quand ça allait pas bien, je mettais 2h30, des fois des 3 heures. Gars, j'ai fait ça pendant un an. À Kinshasa, aujourd'hui, avec tous ces embouteillages là, avec cette distance là, tu te tapes facilement 4 heures. 4 heures. 5 heures. Mais imagine-toi maintenant tous les jours. Ouais. Tous les jours, j'ai fait ça quand j'étais en apprentissage. J'ai dit non, ça c'est pas ma vie. Et puis déjà, quand j'avais commencé à faire des études, j'étais intéressé par ce métier d'acheteur. Ah, ok. Parce que j'avais l'impression de retrouver une certaine liberté et tout, dans les déplacements et tout. Sauf que très vite, je me suis rendu compte que non, en fait, t'es juste un employé dans un système qui est déjà en place. Et moi, je savais que j'allais pas tenir ma vie là-dedans. Je savais que si je faisais ça toute ma vie, on allait me retrouver pendu. On allait me retrouver en dépression. C'est quoi le but? C'est de nous décourager, nous, les employés? Non, c'est pas de vous décourager. C'est de vous écouter. Si tu penses que c'est pas pour toi, n'y va pas. Moi, ce job-là, en tout cas, auquel que j'ai rêvé, hein, attention, j'ai rêvé de ce job. De me lever le matin, de faire la fierté de mes parents, costume, cravate, aller à la défense et tout. Mais j'y suis allé. Et j'ai vu que c'était pas ton truc. J'ai dit non, c'est pas moi. Et j'avais un rêve, c'était de faire de la comédie. Je me suis dit, vas-y, passe ton diplôme, réussis ton diplôme, et quand tu auras ton diplôme, là, tu feras le choix. Donc, j'ai eu mon diplôme, j'ai sécurisé la zone. Je me suis dit, bon, si ça marche pas, si ça va à gauche, je reviens. Je reviens, et après, on verra. Mais voilà, je me suis lancé, pendant 2 ans, je me suis lancé, et puis ça a pris petit à petit, et j'ai réussi. Mais moi, déjà, petit, j'avais déjà du mal un peu avec l'autorité. Je disais déjà à mes parents quand j'étais plus jeune, moi je travaillerais à mon compte. Donc je pense que c'est déjà en moi depuis longtemps, tu vois. Ouais, et donc la comédie, le fait d'être libre, cette vie d'artiste là, ça me plaisait, tu vois. Mais quand tu dis que tu aimais déjà la comédie, ça veut dire qu'il y avait quand même des influences, quoi. Ah, de ouf. Ouais, c'était quoi comme influence que t'avais dans la comédie? Moi j'aimais les comédies en général, les grandes comédies françaises, de Funès, ou les grandes comédies américaines. Pas du Congo. Congo aussi. Comment il s'appelle? SOB. Ouais, le roi du rire. Mais c'est le mec, il me plie. Moi, il m'a plié quand j'étais petit. Il me plie. C'est-à-dire que quand j'étais petit, mes darons me parlaient. Je comprends Lingala, tu vois. Je peux même parler, mais quand j'étais petit, je comprenais pas tout, tu vois. Ouais. Mais lui, quand il était à la télé, il pouvait dire n'importe quoi. Mais ça te fait plier, quoi. Lui, c'est vraiment Lui, c'était vraiment c'est vraiment un danger, lui. Vraiment, lui, il pouvait me tuer. Même ses costumes qui mettaient des lunettes, là, tarpin grosse comme ça, là, il mettait des claquettes. Ah, non, lui, il m'a vraiment buté, lui. Ouais. Moi, je crois que si, depuis l'époque, eux, ils avaient peut-être découvert la scène comme ils sont en train de faire aujourd'hui, ils seraient peut-être à un autre niveau. Mais ouais, c'est des légendes. Pour moi, c'est une légende, lui. Moi, c'est l'un des mecs qui m'a le plus fait rire dans mon enfance. Et forcément De Funès en France, les films de Jamel Debbouze, toute la
la filmographie française, tu vois, puisque c'est ça qu'on a consommé ici. Les grosses comédies américaines, Martin Lawrence, comment il s'appelle, Dave Chappelle. Moi, lui plus stand-up, mais et plus récemment, et comment il s'appelle, je suis un ouf. Eddie Murphy, bien entendu. Eddie Murphy, ça c'est ce qu'on a consommé nuit et jour. J'étais vraiment un fan de comédie. Mais oui, à Kinshasa aussi, oui. Mes parents regardaient des théâtres. Des théâtres, ouais. Maboké, des cassettes. Donc, on a goûté. Ouais, on a goûté. Exactement. Maintenant, l'univers, ton univers, là, d'Ikosh. C'est à quel moment tu l'as découvert que c'est ce que je dois donner c'est ce que je dois donner aux gens, en fait? Moi, déjà, Dikosh, c'est moi. Ouais. Dikosh, c'est le blaze qu'on me donnait quand j'étais petit. Bon, parce que j'avais un Dikosh. C'est pas ton vrai nom, genre? Non. Ah ouais? Non, c'est... Quel enfant va appeler Dikoshi? Toi aussi. Ah, l'enfant, il est né. Oh, yo. Bon, Dikoshi. Non. C'est comme si on t'appelait Bunzu. On va appeler un enfant. Moi, j'avais grand-père, on l'appelait Bonzo. Je croyais à Bonzo. C'est vrai? Ouais. Et c'était son blaze. Ouais, c'était son blaze. Son vrai nom, c'est Jean des Dieux. Mais son blaze, on l'appelait Bonzo. Je crois que c'est à cause de... Jean des Dieux? Ouais. Jean des Dieux. Ouais, Jean des Dieux. Les gens ou Jean, le prénom? Non, Jean comme Mathieu, Marc, Luc, Jean. Jean des Dieux. Ah, Jean des Dieux. Ah, comme Plamédie. Ouais, tu te souviens de Plamédie? Ouais, c'est Plamédie. Plan merveilleux de Dieu. Plan merveilleux de Dieu. Ouais. Donc, et non, il y a toujours Dieu dans les... Ouais, dans les trucs congolais. Ouais. Merci. Il y en a un qui est né après un atterrissage, on l'a appelé « Nous avons bien atterri ». Ah non, vas-y. Dans un avion aussi. Si, donc l'enfant est né dans l'avion. Donc, non, mais tu dis... Il a appelé « Nous avons bien atterri ». Non, tu déconnes, frère. Non, c'est pas vrai. Mais là, moi, je suis congolais, je suis habitué à des prénoms zinzin, mais nous avons bien atterri, là, c'est abusé, frère. C'est abusé. T'imagines si un Congolais s'appelle « Nous avons bien atterri » parce qu'il est né dans l'avion. C'est une phrase, ça. Mais par contre, tu pourras bien chercher, tu peux trouver un atterrissage, par exemple. Non, c'est là qui s'appelle atterrissage. Je sais pas, mais avec les Congolais, c'est possible. Si un Congolais qui s'appelle atterrissage, manifeste-toi. Taguez-le en commentaire. Ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais, oui, là, comment c'est venu, comment c'est venu. Bah, Dikosh, je te disais, c'est moi, en fait. C'est moi, donc c'est ma personnalité. Moi, quand j'entre dans le monde artistique, je me dis, vas-y, je vais faire des choses qui me ressemblent. Qu'est-ce qui me ressemble? C'est quoi ma personnalité? Bah, je suis né dans la comédie. J'ai toujours aimé la comédie. J'ai toujours aimé le chant. Tu connais les Congolais, on va à l'église depuis qu'on est petit. Ouais. C'est chorale. Ou même quand c'est la fête, Dombolo, toute notre culture autour de la musique. Donc ça, c'est moi. Je suis aussi français, donc de Seine-et-Marne, donc de là où j'ai grandi. Donc j'ai besoin de créer quelque chose qui me ressemble. Et pas plus bêtement que ça, en fait, je vais puiser dans mon identité, en fait. Et c'est comme ça que tu arrives à un mec qui est capable de faire des vidéos où on parle de sapologie, mais dedans, il y a des rebeux, il y a des Mexicains, il y a des Français, tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, j'essaie de faire un art qui me ressemble. Et un art qui me plaît, surtout de manière égoïste. Ouais, je vois ça. Et après, ça plaît aux gens, tant mieux, tu vois. Et comment tu crées tes personnages, genre, tu vois? Souvent, c'est de l'inspiration de gens que j'ai croisés dans la rue. Ah ouais. Là, on va parler, tu vas me dire un truc qui me fait gaulerie. Je vais y réfléchir et puis après, ça va me donner des idées, je vais le noter. Voilà, c'est ta vie qui t'inspire en règle générale. Et puis après, tu passes du temps devant... Et les voix de ces personnages-là, ça devient seulement comme ça. Ma fraîcheur a fait baisser le réchauffement climatique. En fait, cette voix-là, c'est marrant. J'étais là, ici, là, même là. Okay. Je réfléchissais et je sais pas, ça m'est venu. En vrai, t'as des idées. Après, je me pose dans mon coin pour taffer. Et puis après, ça vient, en fait. Ça vient. Je rigole tout seul. Si je vois que je rigole tout seul, j'arrive à me faire rire. Souvent, quand j'arrive à me faire rire moi-même, genre... Ça m'arrive genre des fois où toi, tu penses à une bêtise. Ok, tu penses à... Et je suis là et ça me prend... je rigole. Non, et là, quand c'est comme ça, là, je note vite parce que je sais... si j'ai rigolé bêtement tout seul dans un lieu public... Ouais, c'est clair que, ça va faire rire les autres. Ça va faire rire les gens, ça. Ah ouais, mais après, des fois, ça me fait rire, ça fait pas rire les gens, mais souvent, ça démarre comme ça.
Ouais, je vois ça. Et en parlant de faire rire et faire... des fois, ça fait rire ou des fois, ça fait pas rire. Je pense directement au stand-up. À part tout ce qu'on a dit... Enfin, le stand-up, c'est aussi de l'humour, mais je le mets un peu en particulier parce que à part tout ce qu'on connaît de toi, vidéo, comédie musicale, un peu dans des courts-métrages et tout ça, tu fais aussi du stand-up. On en parlait tout à l'heure. C'est quand tu as commencé à faire du stand-up comédie et comment tu évolues dans ça, en fait? En vrai, les gens me connaissent par la vidéo, mais j'ai commencé par le stand-up en fait. Ah, t'as commencé J'ai par commencé ça? par le stand-up, j'ai commencé il y a Ouais. longtemps, en 2011, fin Ah 2011, ouais, début carrément. 2012, par le stand-up. Sauf que très vite, quand j'ai fait du stand-up, je me suis rendu compte que même si j'arrivais à un spectacle, comment je vais remplir ma salle? Je voyais des gens commencer, ils n'arrivaient pas à remplir leur salle. Et en plus de ça, en parallèle, j'avais commencé à passer des castings, mais il y avait très peu de castings, où les castings, souvent, c'était des castings clichés pour les Renois, tu sais, où juste tu jouais des vieux rôles de vigile ou de voleur. Et il y avait un casting tous les ans, et on était 20 000 à y aller. Je me suis dit, jamais j'aurais ma chance. J'avais envie de jouer, je me suis dit, vas-y. Aujourd'hui, on vit dans une ère où il y a des caméras, tu peux filmer, tu peux te débrouiller pour créer tes propres sketchs. Donc, du coup, c'est parti comme ça. Je me suis dit, vas-y. J'ai monté une équipe. On m'a présenté des gens qui étaient dans la vidéo, j'ai des potes qui étaient déjà dans le son. Ah, ok. Et j'ai commencé, on s'est monté en équipe, et puis après on a commencé à bosser comme ça, et j'ai fait mes propres sketchs. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et j'avais cette envie aussi de réaliser mes propres sketchs, tu vois, à ce moment-là. Et à ma grande surprise, ça a pris en fait vite. Au bout de 1 an et demi, je commençais déjà à avoir des vidéos qui fonctionnaient. Et du coup, la vidéo a pris le dessus très vite sur le stand-up. Alors que j'ai commencé par le stand-up, et ça fait vraiment longtemps que je suis dans le stand-up. 2011, là, tu vois c'est énorme. Bah oui, moi j'ai commencé avec quasiment à la même époque. Le mec le plus connu aujourd'hui que vous devez connaître de ma génération, c'est Farid, tu vois. Ah ouais, Farid, de la génération de Farid. De la génération il y a Farid, c'était un chouïa avant moi, mais oui. Il y a qui encore ou vraiment des gars avec qui, je sais pas si toi tu les connais, mais Jason Brokers Farid, par exemple. Non, je connais pas, mais Farid, je connais. Farid, c'est le plus connu, donc oui, tu vas connaître. Ou Inès Reg, qui est très connue en ce moment. Inès Reg, je faisais son premier spectacle. Je crois que j'ai fait la première partie de son premier spectacle. Ah ouais. De sa toute première représentation au Gymnase, je crois que j'étais sa première partie. Tu vois, ça c'est ma génération, ils pètent, aujourd'hui ils sont connus. Mais moi j'avais commencé en même temps qu'eux en fait. Sauf que comme moi j'ai mis beaucoup d'énergie dans la vidéo et tout, et j'ai un peu délaissé par moment le stand-up. Pas vraiment délaissé, mais c'était pas ma priorité, puisque moi quand j'ai commencé je voulais faire du stand-up, mais je voulais surtout aussi jouer devant la caméra et réaliser tout. Mais et Dieu merci, j'ai été béni par ça, tu vois. Mais aujourd'hui, est-ce que toi, tu regrettes que le que tu aies privilégié la vidéo au détriment du stand-up ou pas? Non, absolument pas, parce que tu sais pourquoi? Parce que moi, ma grande bénédiction, la grande bénédiction que j'ai eue, c'est de pouvoir vivre de mon art. Et la promesse que je me suis faite quand j'ai commencé le stand-up, c'était j'aime le stand-up, j'aime jouer sur scène, donc je veux faire ça. Mais aussi ce que je veux faire, l'objectif in fine, c'était d'aller vers le cinéma, créer des séries, créer des films, jouer dedans, faire des trucs façon Eddie Murphy, tu sais, j'étais fan de ça. Mais à la française, tu vois. C'est ça mon objectif. Et très vite, j'ai eu la chance, moi, de pouvoir montrer ce de quoi j'étais capable par des réalisations, par du jeu. J'ai encore pas forcément au cinéma, mais en tout cas sur Internet. Et du coup, j'ai été béni par ça. Tu vois, j'ai voyagé, j'ai fait de la publicité, j'ai gagné beaucoup d'argent. Donc, je suis pas à plaindre. Donc, non, je regrette pas. C'est une aventure. C'était une aventure. Ça reste toujours une aventure extraordinaire, tu vois. Par contre, tu peux pas tout faire. C'est clair. Tu peux pas tout faire en même temps. Et moi, je te dis, quand j'ai commencé le stand-up, j'ai commencé aussi les vidéos parce que je me suis dit, si je fais des vidéos et que je deviens populaire par les vidéos, eh bien, je pourrais ramener les gens. Sauf que voilà, très vite, je me suis parti vers le cinéma, vers la réalisation, le jeu et tout ça, et tout. Donc, ça m'a pris du temps. Donc, j'ai délaissé un peu le stand-up. Je continue toujours à jouer de manière régulière, mais j'étais pas aussi sérieux qu'un mec qui se donne H24 au stand-up. Et quand ça pétait pour moi, mon seul regret, c'est de ne pas avoir été prêt au stand-up. Avec le stand-up à ce moment-là, avoir un spectacle. Parce que quand ça a pété, j'ai fait beaucoup de pubs et tout.
Mais l'idéal, si je devais refaire ma carrière, entre guillemets... Tu préparerais un spectacle? Bah, moi, j'essaierais de faire en sorte d'être... Ou au moins, même s'il n'est pas prêt, au moins de profiter de cette vague aussi pour le stand-up. À l'époque, j'étais dans les premiers, tu vois, stand-uppers, mecs qui faisaient des vidéos et stand-up. Il n'y en avait pas beaucoup, tu vois. Il y avait peut-être, qui faisait sérieusement, il y avait peut-être Kevin Razi à l'époque. Non, mais sinon, il fait plus de stand-up, je crois, maintenant. Mais Kevin Razi, tu regarderas, lui, il faisait des vidéos et du stand-up. Mais là, aujourd'hui, il y a une vraie synergie, tu vois. Quand tu fais des vidéos sur Internet, tout de suite, tu balances ton spectacle. Après, les gens viennent tu vois. Moi, je faisais partie des pionniers, tu vois. Je disais, j'avais déjà cette idée en tête, puisque je le disais dans mes vidéos. À la fin de mes vidéos, si tu regardes mes toutes premières vidéos, si tu as aimé ce que je fais, suis-moi sur les réseaux. Comme ça, dès que mon spectacle sort, je vous donnerai les... Sauf que quand ça a pété, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt et j'étais trop focus sur... Parce que moi, en hiérarchie, tu vois, à ce moment-là, c'était cinéma d'abord, d'abord et stand-up en parallèle, tu vois. Donc quand j'ai commencé à voir que les portes de l'audiovisuel, de la série et du cinéma ont commencé à s'ouvrir vers moi, il est vrai que j'ai négligé un peu le stand-up. Mais le stand-up, ça a toujours été un amour incroyable. Ouais. Mais là, t'as arrêté, non? Mais là, j'ai jamais arrêté. T'as jamais arrêté, mais dans le sens où là, t'es actif H24, si on peut le dire là, comme je suis ça. actif, Là. Je joue dans les comedy clubs. C'est depuis quand, ça? Bah, en vrai, j'ai jamais arrêté. Même quand j'étais... quand je faisais barbershop et tous ces trucs que vous m'avez vu à la télé, là, il y avait toujours 2-3 jours dans la semaine où j'allais jouer sur scène. Ah, ok. Et par contre, là, depuis l'année dernière, vraiment, je me suis vraiment refocalisé sur mon spectacle. Où vraiment, chaque semaine, l'année dernière, j'ai charbonné dans les comédie clubs. Cette année, là, l'objectif, c'est 2025. De faire ton spectacle. Prendre une salle et commencer mon spectacle, commencer à tourner un peu partout. Là, cette année, je commence déjà à tourner un peu partout en France, où je fais des formats de 30 minutes et où je travaille mon spectacle. Et 2025, si Dieu veut, et si vraiment vous priez pour moi, tous les dimanches là, quand vous allez à l'église, donc allez prier pour moi pour que cette année 2025 soit une bénédiction sur scène pour moi, que je puisse m'amuser. Là, l'objectif, c'est de vraiment avoir un spectacle costaud, tourner avec une bande d'amis, et vraiment que cette année 2025 soit une bénédiction sur scène et de l'amusement, qu'on apporte quelque chose, une fraîcheur, quoi. Parce que ma fraîcheur a fait baisser le réchauffement climatique, mes amis. Super. Et tout à l'heure, on parlait de comment t'as buzzé vite et tu as préféré te focaliser sur ça. Mais je me souviens même, toi, à l'époque, il n'y avait pas encore TikTok comme aujourd'hui ou quoi. Oui. Il y avait déjà TikTok? Non, il y en avait pas. Quand je suis en espagnol, je dis si, claro que si, por supuesto, aussi. Ouais, tu vois, il n'y avait pas encore TikTok. Aujourd'hui, en vrai, avec les algorithmes de TikTok et tout, tu peux facilement buzzer et te connaître. Mais à l'époque, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, tu vois. Mais toi, comment tu t'es en sorti avec, je crois à l'époque, c'était YouTube, c'est ça? YouTube, ouais. YouTube, c'était... Moi, je suis arrivé à l'époque, après la génération des Norman et tout, là. Juste après. En même temps, quand eux étaient au top, tu vois, j'arrive à ce moment-là. Il y a déjà des gars, mais il n'y a pas énormément de figures. Donc... T'arrives à te faire ta place, mais ça a été difficile au début. Après, quand on a commencé à faire des buzz, l'audience a commencé à grossir. Moi, à l'époque, j'étais pas... les règles étaient plus ou moins les mêmes aujourd'hui, hein, dans le sens où si tu étais régulier sur YouTube, tu faisais grossir ton audience. De visibilité. Moi, à l'époque, j'étais plus dans une dynamique où je voulais vraiment faire de la qualité. Donc, je voulais sortir. À l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, c'était... Il y avait aussi Vine qui sortait en parallèle. C'était des formats courts. Moi, j'aimais pas, j'arrivais pas à m'exprimer là-dessus. Du coup, je faisais des sketchs et tout, et parce que c'était ce que j'aimais, tu vois. Donc oui, ça se faisait. Tu pouvais buzzer, mais voilà, fallait réussir à sortir du lot. Et oui, il y avait pas effectivement, il y avait pas TikTok. Moi, quand j'ai commencé, il y avait YouTube, Dailymotion. Après, il y a Instagram qui arrivait, mais Instagram, c'était de la photo. C'était que de la photo. Et oui, non, après, quand les TikTok et tout sont arrivés, oui, ils ont redistribué aussi les cartes d'une certaine manière, puisque TikTok ont apporté la vidéo et tout. Moi, au début, TikTok, j'étais pas dessus. Mes vidéos étaient avant moi sur TikTok. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui buzzaient sur TikTok avec mes vidéos. Carrément. Moi, je suis arrivé sur TikTok.
Et je regarde, oh, ok, vas-y, des vidéos. Oh, mais c'est moi, ça. Oh. Mais c'est aussi, c'est-à-dire que l'algorithme me proposait les vidéos. T'es de la génération qui pense que TikTok c'est de la merde ou... Non, je suis pas un rageux comme ça parce que je suis sur TikTok. Mais TikTok, ça m'a fait rire parce que TikTok, moi, c'est les plus jeunes. Les gens de la génération juste après commencent à m'en parler. Ma petite sœur, ah non, c'est plus Insta maintenant. C'est TikTok. Parce qu'Insta, ils ont mis la vidéo après TikTok. Ouais, mais c'est quand ils ont vu comment... Donc tu vois, les vidéos, elles arrivent sur TikTok et tout. Tout le monde, les petits TikTok. Ah, TikTok, bon, je vais voir. Je dis, oh, ok, bon, un nouveau réseau. Dans ma tête, au début, je me dis, ok, un nouveau réseau, je vais voir et tout. Toi, quand t'es un créateur, tu t'inscris quand même, mais je prends pas forcément au sérieux TikTok à ce moment-là. Tu t'inscris de manière passive, quoi. Oui, parce que nous, on connaît les règles. Il faut s'inscrire sur ce genre de trucs. Il faut jouer le jeu parce que les gens regardent. Nous, on est à la recherche d'audience aussi pour notre art. Et je m'inscris. Et moi, je suis déjà occupé. YouTube et tout, c'est déjà beaucoup. À ce moment-là, les gens se disent pas qu'on va avoir 40 000 réseaux sociaux. Donc, tu vois, TikTok, ça commence. Et les gens m'envoient des vidéos de TikTok. Après, je me retrouve sur TikTok en train de scroller et je vois des vidéos de moi. Oh, TikTok, l'algorithme. Posté par d'autres comptes. Ouais. L'algorithme me propose mes propres vidéos. Je dis, oh. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur TikTok, ils font plus de vues que moi. Avec déjà, ils font des millions de vues avec mes vidéos. Moi, je la poste, 5 vues. Ah ouais. Donc, mais là, ça va, nous. Là, tu as repris le cap, quoi. Oui, non, j'ai une centaine de milliers de followers, je crois, sur TikTok. Mais c'est pas le réseau sur lequel je suis le plus actif. Mais je poste quand même des vidéos. Tu sais, on programme des vidéos et on les poste. Mais oui, non, faut... Ouais, mais en parlant de réseau, c'est quoi en ce moment où toi, t'es le plus actif? Et comment tu fais pour gérer tes réseaux, en fait? Là, j'ai des personnes qui m'aident là à gérer mes réseaux parce que quand tu veux focaliser, par exemple, sur ton spectacle, c'est difficile de gérer en même temps les réseaux et tout ça. Créer tout. Moi, en vrai, je vais t'avouer que j'ai négligé YouTube et ça a été une erreur. J'aurais pas dû négliger YouTube parce que en fonction des tendances, à un moment, je me suis plus focalisé sur Facebook et moins sur YouTube. Et en vrai, j'aurais dû persister un peu plus sur YouTube. Mais en ce moment, j'essaye de me refocaliser. Oui, j'ai toujours de toute façon essayé d'être présent partout, mais avec un focus un peu plus ou moins important sur certains réseaux. Mais aujourd'hui, j'essaie vraiment de me focus un peu partout, mais j'essaie de me recentrer sur ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc YouTube qui vraiment pour moi a été un laboratoire. Et YouTube, ça permet aujourd'hui de poster des formats courts, des formats longs. C'est clair. Donc d'abord YouTube, d'abord vraiment j'essaie vraiment d'adapter mon contenu à YouTube. Et ensuite, voilà, je duplique sur Facebook, sur Instagram, Insta, TikTok et tout. Mais voilà, vraiment, maintenant, c'est ça ma stratégie. Créer du contenu pour YouTube d'abord et ensuite pour les autres réseaux, Insta, j'adapte. Et j'essaye aussi, voilà, à chaque réseau de créer de temps en temps un petit contenu pour Insta, un petit contenu pour TikTok, tu vois. Et dans la plupart de tes contenus, on retrouve vraiment la présence, comme tu le disais même tout à l'heure, là, tu t'identifies aussi à la musique. Donc, du coup, dans tous tes contenus, il manque presque jamais la musique. Des fois, tu t'inspires des gimmicks qui ont déjà existé. Des fois, tu modifies, etc. Mais c'est comment tu arrives à te décider que pour cette vidéo, je vais mettre cette musique, pour cette vidéo, je vais mettre cette musique. Tu le sens, en règle générale. Après, c'est toi et tes goûts. Moi, je sais que j'aime bien quand ma vidéo elle est rythmée par une musique et quand la musique est en adéquation avec la thématique. Mais la condition est que la musique doit être congolaise. Souvent, la musique peut être congolaise parce qu'on a la meilleure musique du monde. Ouais. Donc, désolé de vous le dire, mais je pense même pas vous apprendre quelque chose. Ouais, c'est clair. Parce que tu t'écoutes aujourd'hui le top 50 de même France. Les rappeurs français, Laisse tomber, il y a au moins 40 Congolais dedans. 40 Congolais. Ouais, donc, non, on a, sans prétention, actuellement, les meilleurs artistes au monde. Ouais, c'est clair. Vraiment. Tu regardes notre musique d'aujourd'hui et notre musique du passé. Donc, c'est difficile de ne pas mettre en valeur le Congo. Et puis, c'est mon identité, tu vois. Donc, oui, ça va être une musique, soit une musique congolaise, soit une musique urbaine, soit... Ça dépendra. S'il y a besoin de classique, je mets du classique. Mais voilà, quoi. Je m'inspire de mes goûts.
Ouais. Et peut-être dans quelques années, on te verra toi aussi dans la musique par rapport à tes projets. Je suis déjà plus ou moins dans la musique, en fait. Hein. Moi, j'ai toujours été là sans Ouais, mais vraiment j'avais être vu là. dernièrement même ton featuring avec je crois, Jessie Matador, mais c'était à l'époque, J'avais quoi. pas à l'époque, quoi. C'était à l'époque Avec où Jessie tu- Matador, avec Pharawan. On avait fait un son à l'époque d'Équilibre, tu vois. On avait fait Ouais, le son, ouais, on ouais, avait ouais. fait un son. On avait fait un son. Ça, oui, j'ai toujours fait des sons. Aujourd'hui, quand je fais un projet, souvent la bande originale derrière, les gens font peut-être pas attention, mais c'est moi qui chante. Et, Ah, ok. donc, j'avais fait des courts-métrages où à la fin, c'était moi qui chantais. Là, j'ai ressorti, j'avais un délire là, de Chata, là, dernièrement, j'aimais beaucoup. De J'ai quoi? encore, Chata, là, c'est une musique caribéenne. Ah, ok. Et j'aime beaucoup, je suis vraiment consommateur. Et C'est un style ou bien c'est le nom c'est d'une un style, chanson? c'est un style, c'est un Ça style. s'appelle le chata, là. Ouais, la chata, ouais, ou le chata. Le tu là, peux je sais choisir. pas. Le chata bouillon ou la chata, comme tu veux, de toute façon, c'est pas. Chata. Chata, oui. Ah, ok, ok. Et j'avais sorti un son, là, tu vois, donc ouais, non, t'as vu, je me mets. Mon espace de travail, c'est aussi un studio, en fait, Ok. où j'enregistre le podcast, mon podcast, que d'ailleurs, vous pouvez aller voir si Ouais. vous voulez, le dernier podcast, et où j'ai un micro aussi, où je peux m'enregistrer. Donc, souvent, quand j'ai pas d'inspi, au niveau du stand-up, où je commence à. Ouais, tu te mets à chanter. Que je commence à voilà, être face à une feuille blanche, j'ai envie de faire autre chose. Ah, Et je monte et vas-y, je me mets, j'écoute de la musique, j'écoute des instrus. T'as des C'est un- compositions? Non, pas, je compose pas, mais je vais sur YouTube, je tape type beat. Si ma vibe allait en mode afrobeat, je vais chercher des afrobeats. Si c'est en mode chata, je vais mettre du chata. Si c'est en mode pop, je vais mettre pop. Et je vais me balancer l'instru et je vais chantonner. Tu sais, ça va me permet de décompresser et de créer en même temps. Ouais. Et des fois, j'enregistre et des fois. Mais là, ouais, j'ai un projet musical, ça fait longtemps, je dois le faire. Mais je mets du temps à le mettre en place. Pourquoi c'est. Parce que je suis une feignasse des fois. Et parce que c'est pas le même aussi travail, en fait. délire, Hein. quoi. Ouais, exactement. Créer une vidéo, j'ai l'habitude. Écrire un son, l'enregistrer, le mixer. C'est un vrai boulot. Parce que toi, t'imagines un truc dans ta tête, mais après, il faut pouvoir traduire au mec qui va mixer ce que tu veux. Exactement. Ça, je sais le faire quand c'est la vidéo. Je sais où je vais, Ouais. je sais quoi dire. Musique, je suis pas encore bien calé. Ouais, Donc ça c'est prend clair. du temps. Ah ouais, mais c'est clair, c'est clair. Bah, Dikosh, c'était un grand plaisir de t'avoir sur cet épisode de Amical Vibe. Je sais pas, Merci peut-être de m'avoir reçu. pour clore, je sais pas si tu as des projets à venir au Congo ou ici en France. Au Congo, pour l'instant, non. De temps en temps, on m'appelle pour des projets associatifs ou des initiatives entrepreneuriales. Comme On m'a dernièrement, dossé comme quand j'étais à Kin dernièrement. Maintenant, de projets concrets avec Kin. Ou on te voit toi en spectacle, ou je sais pas moi. J'ai un projet, mais comme c'est encore au stade de projet à Kin, je préfère ne pas en parler. Parce que Bando qui bazar. Punaise, ça va finir en 4. Tu sais, ça me rappelle quoi, tu vois. J'ai mes contacts sur WhatsApp et tout. Quand j'ai balancé que je suis arrivé en Europe et tout ça, et j'ai des messages du genre, ouais, t'es parti en Europe, t'as pas dit. J'avais peur de quoi que Bando qui t'en Ça, c'est le problème des Kin. Ouais, Bando qui, ok. Non, c'est juste que c'est le début, tu vois. On verra. Si ça se fait, vous le verrez. Sinon, on va travailler dans l'ombre et on verra et on en parlera quand ce sera sorti. Mais sinon, ouais, toujours écriture de long. Écriture d'un long, là. Écriture de série, toujours. J'essaie d'écrire tous les jours mes projets. Je suis sur scène. Si Dieu veut, 2025, le spectacle. Ouais. Voilà, tout ce que vous pouvez me souhaiter. C'est la santé aussi. Et voilà, de la réussite dans mes projets futurs, là. Ouais, en tout cas, nous, on te souhaite plein de réussites dans tes futurs projets. Et on espère que pendant ton spectacle, je serai là pour te faire de behind the scenes. En tout cas, avec plaisir. Et avoir quelques avis et même avoir ce que ça donnera, quoi, le spectacle pour lequel tu es en train de travailler durement. Là.
Avec plaisir, t'es le bienvenu. T'es le bienvenu si tu veux bien revenir dans le froid polaire de Paris. Non, mais dis-moi, tu feras au moins ton spectacle en été, non? Comme ça, c'est... Là, je ferai en été, si je veux, même je viendrai à Keene. Hein. Je suis venu à Keene, là, dernièrement, ça m'a donné envie de revenir avec un spectacle. Ok. J'ai vu pas mal d'artistes qui sont passés. Tout à l'heure, on parlait de Farid. Farid est passé. Il est passé, Il est passé, et il y a une demande, il y a une vraie demande à Keene. Donc, avec plaisir, moi, je reviendrai. On va se faire un événement éphémère et on verra. Après, c'est voilà, la logistique. Faut mettre en place le partenariat. Bon, aussi, pour les déplacements et tout. Je sais pas, on verra. Faut que je trouve une organisation. Si quelqu'un écoute là actuellement. Voilà. Mais on verra. Mais oui, non, ça m'a donné envie. Tu connaissais les boss, mais Hero Saliné, tu es musicien. Boss Nagno, yo. Tozoyaki. Ça marche dans la musique. Il faut des annonces. Mais ouais. Ah, Tozoya na Luanda, boss Nagno, yo. Alobi déjà Kozoa, ta. Mais après, tu vois, même des fois, moi j'ai déjà suivi une émission, genre, en direct et tout. Le musicien, je vais même pas citer le nom, mais le musicien, il dit, ouais, mais il cite de noms. Bon, donne-moi des noms de boss. Donne-moi des noms de boss maintenant, on va citer. Je cite. Boss, je sais pas qui boss. Soki, mais il cite, et le journaliste, il fait genre, après nos journalistes, ils ont des délires, mais laisse tomber, il fait genre, jamais, à la boss, t'es du, Yozo Chatembe, là, le ministère lui dit, Yozo Chatembe, boss, il me dit, voilà, auto combien. C'est vrai? Mais de vrai, il te dit, ouais, en direct, frère. Il dit, mais voilà, auto combien, après émission, Yondo Sana, autant, et puis il aussi crie, bon. C'est ouf. Mais c'est ouf au Congo. Hein. Mais tu sais, on sait jamais, tu peux gratter un boss et puis. Non, mais écoute, déjà, on va travailler le spectacle. Ensuite, une fois qu'on aura le spectacle, avec plaisir, je vais revenir à Keene. Même s'il faut venir jouer dans des comédie clubs ou tranquillement en mode de chill. J'avais bien aimé la vibe là la dernière fois. J'ai rencontré plein de stand-uppers et tout. Je viendrai. Mais après, l'idéal, c'est si je viens à Keene, c'est vraiment avec un boss. Pour une salle, donc un boss. En vrai, je dis ça, mais en vrai, non. Moi, je vais revenir. Il faut au minimum Hilton, là, chauffeur. Carrément. Chauffeur, donc. Ouais. Donc, salle, il faut une salle de 1000 personnes. Donc, ma Congolais va tourner. Ouais, carrément. Non, oui, on verra. Mais oui, bien sûr. Forcément, quand j'aurai mon spectacle, Keene, ce sera une étape. Ouais. Ça me permettra de voir la famille, voir le bled. Et voilà, j'ai un vrai public là-bas depuis longtemps qui me soutiennent. Keene, Ethan Keene et Abidjan, c'est sûr. Ah ouais. T'as déjà été à Abidjan, toi? Abidjan, elle est autant à Abidjan qu'à Keene, je pense. Ah, ou même plus. Parce que là, tu disais. Ah, maintenant, peut-être pas, mais au moins autant. Ah, t'aimes beaucoup Abidjan? Bon, on m'a beaucoup invité à Abidjan. Ouais. Moi, jusque-là, Abidjan, c'est stylé, Abidjan. Ouais, moi, jusque-là, c'était mon deuxième pays favori, mais maintenant, là, c'est la France, mon deuxième. Abidjan, c'est vraiment. Les Ivoiriens t'accueillent bien, on mange bien comme au bled, comme à Keene là-bas. Ouais, mais en plus, c'est vraiment des frères, quoi, tu vois. Ils s'identifient vite aux Congolais. En plus, ils nous aiment beaucoup. Beaucoup. Donc là-bas, t'es là-bas. Il suffit de parler lingala et puis tout le monde t'accueille bien, mais ils aiment beaucoup notre langue aussi. Moi, là-bas, je suis comme si j'étais au bled. Ouais. Je suis au bled, peut-être des fois peut-être même mieux qu'au bled. Donc, en parlant de bled, on a fini, mais en parlant de bled, d'où est-ce que vous avez trouvé ce nom là, bled? Pourquoi vous où est-ce que vous avez trouvé le nom Njika? Tu vois, je sais pas. Ouais, en plus tu dis ça à tout le monde là, il m'appelle maintenant Njika. Njika la mise. Écoute, j'étais à l'hôtel. Maintenant, je suis aux toilettes et il y a deux papas qui sont en train de parler. Et moi, je suis là en train de pisser. Ils parlent lingala. Maintenant, ils voient comment je suis habillé. Ils disent, Njika. Et moi, j'étais là en train de pisser. Et je leur dis, mais Nayo Kaka. Et je m'attendais à pire. Je m'attendais à ce que tu leur répondes, Binope Bablédard. J'aurais dit. Et ils pensaient que j'entendais rien et tout, je comprenais pas. Je dis, mais Et ça m'a fait rire. Njika. Bah oui. Vous appelez les blédards. Mais c'est pas. Moi, ça me fait rire parce que les gens trouvent ça péjoratif. Moi, j'ai pas de problème avec le mot blédard. J'ai pas de problème avec les gens aussi. Il y a un vrai débat en France. Oh, les accents. C'est ta culture. Pourquoi t'as honte? Blédard, après. Comment dire? Moi, si je vais aux États-Unis et que je parle américain
avec un accent de français, je serais aussi un blédard. Ce que je veux dire, c'est la même chose que Njika à Kin, tu vois. À Kin, c'est juste pour différencier le Congolais de France, et le Congolais de la RDC. Et de la RDC, c'est juste une manière affective. Bon, un peu... Affective, taquine, un peu... tu vois, on taquine un peu, mais il y a rien... c'est bon. Moi, quand je suis au bled... mais là, moi, maintenant, là, c'est genre quoi, que les gens m'appellent Blédard ou Djika. Enfin, je rentre là. Toi, t'es les deux maintenant. Ouais. Mais c'est ça. Djika Blédard, Djika mon Blédard. Exactement. Ou Blédard mon Djika. Blédard. Blédard, ouais. Njidar. Ouais. Ah ouais, ça sonne mieux là. Qu'est-ce qu'on a dit Njidar? Njidar, voilà. Djika Blédard. Mais toi, tu viens rarement, frère. Non, je viens rarement. Ouais, viens plus souvent comme ça, comme un Njidar. Ouais. Bah écoute, c'était grave un plaisir, Dikosh. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi carrément à la maison. C'était trop un plaisir de te revoir après Kin. Merci pour ta gentillesse, merci pour ta disponibilité. Et comme j'ai dit, j'espère vraiment être sur ton spectacle. Avec plaisir. Faire quelques interviews. Ouais, ça me ferait grave plaisir. Tiens-moi juste au courant dès que tu as une date, dès que tu cales et tout ça. Avec plaisir. Dis-moi, toi, quand tu reviens ici, et si je suis à Kin, bah, tu seras le premier. Tu es mon contact maintenant à Kin. Ouais. Contact. Carrément. Faut appeler Israël, donc la terre promise, on l'appelle. Ouais. Israël, dit la terre promise. En ce moment, je suis en train un peu de fuir ce nom-là, mais... Ah oui. Parce que c'est chaud là-bas, tu vois, c'est chaud là-bas, Israël. Et puis, tu sais, pour fuir ça, j'ai mis quoi? J'ai mis Raël. Raël, mais tu sais, Raël ici. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça, je l'ai découvert. Tu me dis, mais toi, tu t'appelles Raël. Mais tu sais, Raël, c'est un gars de la secte et tout. Il y a des Raëlais, il fait des bails mystiques avec des femmes et tout. Je dis, mais punaise, je fuis Israël. C'est des gens qui causent la guerre. Je suis Raël, c'est la secte et tout ça. Mais finalement, je fais quoi, moi? Tu sais quoi? On va te rebaptiser aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'appelles Njidar. Si vous voyez Israël, appelez-le Njidar. Ouais, c'est clair. C'est clair, vraiment. Ouais, en tout cas, c'était là, cet épisode de Amical Vibes avec Dikosh. Mais tu nous as pas dit ton vrai nom, toi? Moi, mon vrai prénom, c'est Christian. Ah ouais, ça fait congolais, ça. Il n'y a pas plus congolais. Ça fait congolais. Là, je te retrouve, mon frère. Christian. Là, même si tu parles le dimanche à l'église, on ajoute frère Christian. Frère Christian. Ah ouais. Pasta Christian. Ouais, c'était vraiment un plaisir, Dikosh. Et à vous, bah, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Ciao.